Point de rappel pour vous redire peut-être ce qu'est le CRCDC. Donc le CRCDC, c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. C'est une association qui est régionale depuis 2019 et qui regroupe 50 antennes départementales. Donc ils sont basés à Caen pour le 14, donc c'est l'antenne Mathilde, à Évreux pour le 27, l'antenne des CAD, à Saint-Lô pour la Manche, donc l'antenne Iris, et à Alençon pour l'Orne. Donc l'antenne d'Alençon, elle n'a pas de nom. Et pour Yvetot dans le 76, c'est l'antenne Emma. Les principales missions des CRCDC, elles ont été précisées très récemment, c'est de participer à la sensibilisation et à l'information des populations qui sont concernées par les dépistages organisés des cancers, donc les cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal, d'organiser la formation des médecins et des professionnels de santé, d'assurer le suivi des dépistages, de veiller à la qualité du dispositif et de collecter les données pour le pilotage et l'évaluation des programmes. Depuis janvier 2024, les CRCDC ont maintenant une direction commune avec Onco Normandie. Onco Normandie, c'est le nom du réseau de cancérologie normand. Excuse-moi, Elodie, je te coupe. C'est vrai qu'il y a une personne qui demande si on peut se présenter. Ah, C'est pardon, vrai qu'on l'a excusez-moi. peut-être pas fait. Excusez-moi, oui, comme en fait, on a déjà fait un webinaire ce midi et je me suis un peu trompée. Donc moi, je suis le docteur Crevel Elodie, donc je suis médecin coordinateur régional pour le dépistage du cancer du col de l'utérus au CRCDC Normandie. Et je suis également référente pour le dépistage du cancer du sein dans le département de l'Eure. Et Camille, je te laisse te présenter. Oui, du coup, moi, je suis Camille Quinton, donc je suis responsable communication donc, pour le CRCDC et aussi pour Onco Normandie, donc qui est le dispositif spécifique régional du cancer. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. Donc du coup, le cancer du col de l'utérus, un petit point épidémiologique assez rapide. C'est le 4e cancer de la femme dans le monde. C'est vraiment un cancer des inégalités puisque ça touche 90% des cas sont dans les pays en voie de développement. Au niveau de la France, alors, je vais vous laisser couper vos micros, s'il vous plaît. Merci Camille. Hop. Au niveau de la France, alors ouais, moi j'ai vraiment un souci pour passer mes diapos ce soir. Désolée. Au niveau de la France, le cancer du col de l'utérus, c'est le 12e cancer féminin, la 12e cause de mortalité par cancer chez la femme. Il y a environ 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an et c'est responsable de 1100 décès par an. Au niveau de la région, là, vous pouvez voir 2 cartes. Donc, sur la gauche, la première carte, c'est le taux d'incidence standardisé du cancer du col de l'utérus sur 2007-2016. Pour le moment, on n'a pas de données plus récentes. Ce taux, au niveau de la France, il est de 6,6. En Normandie, il est de 7,1. Sur la droite, vous avez le taux standardisé de mortalité par cancer du col de l'utérus sur la période 2013-2015, avec un taux en France de 9,3 et en Normandie de 10,2. Sur cette carte, qui sera la dernière donnée épidémiologique, vous avez le taux de participation actuel en Normandie. Donc ça concerne la couverture triennale du dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes âgées de 25 à 65 ans et ça concerne la période 2019-2021. Donc en France, sur cette période, le taux de participation était de 59,7%, en Normandie de 56%. Et vous pouvez voir les taux pour chaque département. Cette carte-là, elle est issue du site de Santé publique France qui s'appelle Géode, qui regroupe tout un tas d'indicateurs. Et je vous inviterai, pour ceux que ça intéresse, à retourner dessus d'ici quelques semaines, parce que les données les plus récentes vont bientôt être publiées. On aura bientôt la couverture 2020, 2022, voire 2021, 2023. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va reparler de l'histoire naturelle et des facteurs favorisant les cancers du col de l'utérus. Si on reprend l'histoire, le plus souvent, on part d'un rapport sexuel avec un partenaire porteur de HPV qui va être contaminant et qui va être responsable d'une infection par un papillomavirus à haut risque oncogène. Cette infection, si elle persiste, elle va être responsable au bout de plusieurs mois, voire années, de lésions cervicales précancéreuses. Et la persistance de ces lésions
va amener une fois de plus, au bout de plusieurs mois ou années, à l'apparition d'un cancer invasif du col de l'utérus. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est les facteurs de risque de lésion. Les facteurs de risque de lésion, ils vont dépendre de 3 choses principalement: du type de virus. On y reviendra tout à l'heure, mais les papillomavirus n'ont pas tous le même tropisme et ne sont pas tous responsables de la même chose. Ça va dépendre également de l'immunité de l'hôte et ça va dépendre de facteurs comportementaux, principalement le tabac. Tout simplement parce qu'en fait, les papillomavirus, ils vont être responsables de lésions au niveau du col de l'utérus et que le tabac ralentit la cicatrisation. Au niveau des facteurs de risque d'infection, on va avoir le nombre de partenaires sexuels élevé et la sexualité précoce. Et là où on peut intervenir, donc là où on peut faire de la prévention, ça va être d'une part en prévention primaire en vaccinant contre les papillomavirus, en prévention secondaire en incluant nos patientes dans le dépistage et en prévention tertiaire dans le suivi post-thérapeutique. Heu, pour être un peu plus précis au niveau du papillomavirus, hem, donc ce qui est primordial de noter déjà dans un premier temps, c'est que dans 90 des cas, le papillomavirus disparaît dans les 2 ans. Donc déjà ça c'est un 1er point important. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ces infections à papillomavirus, donc elles vont être persistantes dans 10 des cas et elles vont être responsables de lésions de bas grade seulement dans 2 des cas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, à tout moment dans cette boucle-là, on peut toujours avoir une clairance du papillomavirus et les lésions, elles peuvent guérir. En haut, vous avez une échelle temporale. Donc, on peut voir qu'une infection qui persiste alors ça peut prendre jusqu'à 5 ans pour que ça se transforme en infection qui peut créer des lésions de haut grade et encore plus de temps pour que ça soit responsable d'un cancer du col de l'utérus. Et vous pouvez voir sur ces diapos l'ancienne nomenclature et la nouvelle nomenclature. Donc maintenant, on va parler de LSIL, de lésion de bas grade, c'est l'ancien nom, c'est le nouveau nom des anciens signes 1 et on va parler de HSIL, de lésion de haut grade, donc c'est le nouveau nom des anciens signes 2, signes 3. Les papillomavirus humains, donc les HPV, il y en a plus de 200 types identifiés. Il y en a 40 qui vont avoir un tropisme pour l'appareil génital et 14 qui vont être à haut risque oncogène. Donc, c'est une infection virale qui est sexuellement transmissible, qui est très répandue. 80 à 90 des individus seront un jour en contact avec un papillomavirus au cours de leur vie. Mais comme je vous le disais, 90 des infections vont être éliminées naturellement dans les 2 ans. Donc c'est principalement une infection sexuellement transmissible. Néanmoins, il y a quand même des cas décrits, de transmission, par, contact manuporté ou de transmission, par les jacuzzis ou de transmission par le partage de linge contaminé. Donc voilà, même si c'est principalement par voie sexuelle, voilà, on peut quand même noter dans un coin de notre tête que de temps en temps, c'est pas ça. Les préservatifs n'empêchent pas la contamination. D'une part parce que le virus est trop petit et d'autre part, parce que les contaminations ne se font pas par les liquides mais par contact cutané, au niveau des muqueuses. Bien sûr, quand on intervient, auprès d'un public plus jeune, on précise quand même, hein, que le préservatif, est important pour les autres, maladies, sexuellement transmissibles. Hem, sur ce schéma, vous pouvez voir que les papillomavirus, donc on en parle ce soir parce qu'ils sont responsables des cancers du col de l'utérus, mais pas seulement. Il y a 5 autres localisations de cancers, qui peuvent être, dues au papillomavirus. Ce sont les cancers du pénis, de la vulve, du vagin, les cancers de l'anus, les cancers de l'oropharynx et les papillomavirus, sont aussi, responsables des condylomes, des verrues, anogénitales. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc, pour le cancer du col de l'utérus, on a un dépistage qui existe, mais pas pour les, 5 autres, localisations. Pour les autres cancers, ce sont des cancers, qu'on diagnostiquera quand le patient aura des symptômes et pas en amont. Voilà, il y a pas de dépistage, systématique ou dépistage organisé pour ces autres, localisations.
Et c'est aussi important parce que du coup, on met l'accent sur la prévention des lésions, par la vaccination des filles et des garçons. Donc oui, vaccinons les filles, pour les protéger, mais vaccinons aussi, les filles et les garçons pour les protéger des autres cancers et pour protéger, les partenaires. Donc la vaccination depuis le 1er janvier 2021 concerne aussi les garçons. Donc pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans révolus, c'est un schéma, à 2 doses d'injection espacées de 6 à 13 mois, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans révolus, par un schéma à 3 doses. C'est un vaccin qu'on peut faire, à 11 ans en même temps que la vaccination, DTP. Vous pouvez voir ensuite qu'il y a d'autres indications. Donc on peut faire, la vaccination aussi chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. On vaccine également les filles et les garçons dès l'âge de 9 ans, ou dès que possible en cas d'immunodéficience. Donc, ça va être les enfants en attente de greffe, de transplantation, les enfants infectés au VIH, avec là aussi un rattrapage, possible jusqu'à l'âge de 19 ans. Hem, Ça, ce sont, les conditions de, prise en charge et de remboursement par l'assurance maladie. À savoir que le vaccin, en lui-même, vous pouvez le faire, dès 9 ans et vous pouvez le faire, après 19 ans chez les filles et vous pouvez le faire après 26 ans chez les garçons. C'est juste que, il sera pas pris en charge, il sera pas remboursé. Donc là, c'est vraiment les indications de remboursement. Une première remarque qu'on peut faire, déjà, à ce sujet-là. La première, l'Académie, française de médecine, a porté un projet. Leur souhait, ça serait de supprimer la notion, d'orientation sexuelle et que garçons et filles puissent être vaccinés jusqu'à 26 ans. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, il y a une campagne de vaccination dans les collèges, en France. Alors la Normandie était précurseur, donc tous les départements normands le faisaient déjà, mais depuis cette année, cette campagne, elle est nationale. Donc quand on est vacciné, au collège, c'est pris en charge à 100 de même dans les centres de vaccination. La dernière remarque que je pourrais faire sur la prise en charge des vaccinations, c'est que dans quasiment tous les départements normands, il y a des conventions de passé avec la Ligue contre le cancer. Donc pour les patients qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas la C2S, qui n'ont pas la ME, la Ligue contre le cancer, prend en charge, la part, mutuelle de la vaccination. Depuis décembre 2020, le Gardasil simple, n'est plus commercialisé. Donc il y a aucun problème, pour poursuivre avec un garde-asile neuf, hein, si vous avez des patients, perdus de vue chez qui vous voulez, que vous revoyez, chez qui vous voulez compléter la vaccination, vous pouvez tout à fait terminer avec un garde-asile neuf. Hem, la vaccination ne se substitue pas au dépistage. C'est vraiment 2 mesures complémentaires, puisque vous le savez déjà, dans le garde-asile neuf, il y a 9 valences de papillomavirus et comme je vous le disais tout à l'heure, on a 14, papillomavirus à haut risque oncogène. Donc, le vaccin ne couvre pas toute la gamme des papillomavirus. Donc vraiment, c'est vraiment primordial de faire les 2 et de bien l'expliquer aux patientes, surtout que, même si elles sont vaccinées, il faudra faire le dépistage à partir de 25 ans. Et une dernière notion, hem, maintenant, il n'y a plus la notion justement, d'âge, au premier rapport sexuel. Maintenant, peu importe l'âge des premiers rapports sexuels, si votre patient, il a entre 11 et 19 ans, il peut être vacciné, par garde asile et pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à l'âge de 26 ans, pareil, même s'ils ont déjà eu des rapports. Quelques outils disponibles pour, vos salles d'attente en pratique. Les 2 flyers là, de gauche et celui du milieu, c'est le même contenu, c'est juste le visuel qui a changé au niveau de l'INCa. Donc l'INCa, c'est l'Institut national du cancer. L'INCa met également à disposition, tout un argumentaire, sur la vaccination avec les principaux freins, comment répondre aux parents. Et ces outils-là, pardon, je vous le présenterai à la fin. Ils sont disponibles dans un kit, que Camille a créé à l'occasion, de Juin vert, un kit qui sera disponible sur le site du CRCDC où vous aurez directement les liens, pour télécharger tout ça. Je vais juste regarder les questions. Alors je sais, on avait dit qu'on ferait à la fin, mais du coup, Oui, il pour, y a des pour questions. rester dans le thème de la vaccination avant de passer comment dire? Au dépistage. Donc hop, je remonte.
Donc oui, la vaccination dans les collèges, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas encore beaucoup de retours sur les taux de participation. Il va falloir attendre quelques mois encore. Pour les jeunes vaccinés par le Cervarix, faut-il refaire le garde d'asile? Alors, il n'y a pas d'obligation, mais sur le site Passeport Santé, enfin, c'est pas Passeport Santé, sur le site mesvaccins.net, j'ai vu passer l'information qu'on pouvait le refaire. Donc, je pense que ça se discute au cas par cas. Les conditions de remboursement, objectivement, ne sont pas claires. Bah, alors, pour le coup, si, quand même. C'est garçons et filles entre 11 et 19 ans, garçons homosexuels jusqu'à 26 ans, et chez les immunodéprimés à partir de 9 ans. Je me permets une information, parce que voilà, c'est important quand même de le savoir. Dans les CJID, on n'ira pas vous demander l'orientation sexuelle de vos patients pour les vacciner. Pareil, le pharmacien n'aura pas forcément d'intérêt à demander. Donc, voilà, c'est quand même intéressant d'être protégé. Donc, voilà, c'est une question à se poser. Si schéma avant 14 ans non complet, on recommence tout? Non. Quel que soit l'âge, si vous avez un schéma incomplet, vous terminez le schéma qui était prévu. Pas beaucoup de taux de participation. Alors, on va des remarques d'ordre général sur la vaccination dans les collèges. Et alors non, on ne doit pas justifier, voilà, c'est ce que je vous disais, on ne doit pas justifier l'orientation sexuelle de nos patients, peu importe. Moi, mon avis, c'est que si vous avez un garçon de moins 26 ans qui vous demande la vaccination, faut pas trop hésiter. J'espère qu'il n'y a personne de la CPAM qui nous regarde. Alors, on va reprendre du coup sur le dépistage. Donc le programme national de dépistage organisé, donc comme tous les programmes de dépistage organisés, son objectif majeur, c'est de réduire l'incidence et le nombre de décès pour la pathologie concernée. Pour le cancer du col de l'utérus, il faudrait atteindre 70 voire 80% de taux de couverture pour justement atteindre l'objectif de réduction d'incidence et de nombre de décès. Et c'est aussi l'objectif de réduire les inégalités d'accès au dépistage. Donc les recommandations françaises, hein, ce sont celles de juillet 2019. Donc c'est de réaliser un dépistage par examen cytologique de 25 à 29 ans. Donc on fait 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle et un nouveau dépistage 3 ans plus tard si les 2 premiers étaient normaux, et un dépistage par test HPV de 30 à 65 ans. Donc un test HPV 3 ans après le dernier examen cytologique normal, ou dès 30 ans s'il n'y avait pas de test avant, puis tous les 5 ans. Et j'insiste vraiment sur cette notion de le premier test HPV doit avoir lieu 3 ans après la dernière cytologie. C'est pas quelque chose qui va ressortir des dépliants d'informations pour vos patientes. Donc, certaines, peut-être à tort, voilà, vont peut-être se dire: «Ah bah non, moi c'est bon, j'ai plus de 30 ans, c'est tous les 5 ans». Non, c'est vraiment le premier test HPV 3 ans après la dernière cytologie normale. Alors, pourquoi pas avant 25 ans? Pourquoi pas après 65 ans? Pourquoi pas avant 25 ans? Parce qu'avant 25 ans, on risque de détecter une majorité de lésions qui auraient spontanément régressé ou qui n'auraient pas évolué jusqu'au stade de cancer, et ça risquerait d'entraîner des traitements inutiles. Donc la balance bénéfice-risque avant 25 ans, elle est défavorable. Tout simplement parce que l'infection HPV, elle est très fréquente avant 25 ans et que dans 90% des cas, ça guérit tout seul. Et aussi, c'est un cancer qui évolue lentement, entre 10 et 20 ans, pour progresser d'un stade précancéreux à un stade de cancer invasif. Pourquoi pas après 65 ans? Parce que là, pareil, il y a une forte diminution du risque de développer un cancer du col utérin après 65 ans, et la balance bénéfice-risque devient défavorable. Néanmoins, j'insiste sur ce dernier point, le dépistage, ça ne remplace pas le suivi gynécologique régulier. Donc certes, le dépistage, c'est tous les 3 à 5 ans en fonction de l'âge, mais le suivi gynécologique, lui, doit être régulier. En France, hein, on recommande aux femmes à partir de 25 ans de voir au moins une fois par an un gynécologue ou une sage-femme ou leur médecin généraliste, d'une part pour la palpation des seins, et puis d'autre part, pour ce suivi gynécologique, voilà, s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes anormaux ou de signes d'appel.
Et pourquoi un examen cytologique avant 30 ans et un test HPV après 30 ans? Le test HPV, il est plus efficace en termes de réduction de l'incidence des lésions précancéreuses et des cancers invasifs, mais cette meilleure efficacité, elle n'a pas été démontrée en dessous de l'âge de 30 ans. Et là aussi, c'est parce que le papillomavirus est très fréquent avant 30 ans et ça, voilà, c'est pour pas entraîner de surdiagnostic et de surtraitement avant 30 ans. Le co-testing. Alors, le co-testing, c'est le fait d'associer systématiquement une cytologie et un test HPV. Ça, c'est pas recommandé dans le cadre du dépistage. En fait, ça n'a pas prouvé que c'était bénéfique. Par contre, c'est vraiment prouvé que le test HPV, au-delà de 30 ans, est vraiment à privilégier pour le dépistage. Idem pour le test cytologique avant 30 ans. Donc vraiment, le co-testing, j'insiste, c'est pas la peine, ça a vraiment pas prouvé que c'était efficace. Le cas particulier de la femme enceinte qui, au final, ne va pas être, un cas si particulier que ça, dans le sens où, il y a pas besoin, parce que la femme est enceinte, de faire un dépistage. À l'inverse, si pour la femme, c'est le moment pour elle de faire, son dépistage, si elle est éligible, si c'est le moment pour elle de le faire, on va lui, proposer de le faire lors de la consultation préconceptionnelle si elle a lieu. Et s'il n'y a pas eu de consultation préconceptionnelle, on peut le faire lors de la première consultation prénatale au premier trimestre. Sinon, c'est recommandé d'attendre la consultation postnatale. Et le cas particulier de la femme immunodéprimée. Alors déjà, important, dans le terme immunodéprimé, là, on va parler, bon, des femmes qui sont contaminées par le VIH, mais on va aussi parler de toutes vos patientes qui sont, sous, immunomodulateurs ou sous biothérapie. Donc toutes vos patientes qui sont sous méthotrexate, qui sont suivies pour un, rhumatisme psoriasique, une polyarthrite, une maladie intestinale, chronique, voilà. Toutes vos patientes qui ont ces traitements-là, donc biothérapie, immunomodulateurs ou les patientes immunodéprimées pour d'autres causes, rentrent dans ce cas particulier. Donc déjà, dans le cas de ces femmes-là, ce qui est recommandé, c'est que le suivi soit médical. Il commence à partir de 25 ans comme pour tout le monde, sauf, dans le cas de condylome ou, dans le cas d'infection par le VIH. Dans ce cas-là, le dépistage commence à partir de 20 ans. Chez ces patientes-là, on va préférer réaliser un dépistage par examen cytologique, parce qu'il y a beaucoup de HPV. Donc on va préférer faire, une cytologie. Ce qui est très important, c'est de préciser, sur votre bon d'examen que votre patiente est immunodéprimée. Et là où je vais apporter une première remarque, c'est que voilà, sur cette diapo, je vous dis dépistage annuel, mais en vrai, c'est plus très vrai. Pourquoi? Parce que, il y a pas de recommandation, en France, pour chaque pathologie. Pour certaines pathologies, il y a des recommandations européennes, mais pas pour toutes. Donc en fait, ça va être adapté, aux recommandations, bah, qui existent en fonction de la pathologie et du coup à discuter avec le spécialiste d'organes, en fait. Voilà, ça vaut vraiment le coup de se poser la question avec, le gastro-entérologue, avec l'infectiologue, avec, le dermato, le rhumatologue. OK, dans le cas de ma patiente, c'est quoi les recos? Qu'est-ce qu'on lui propose en termes de dépistage, du cancer du col de l'utérus? Je vous rappelle que les patients immunodéprimés, on recommande la vaccination entre 9 et 13 ans et dans ce cas-là, ça sera par 3 doses. Et le but de ne pas faire, de dépistage par HPV, c'est en fait, le but, c'est de les surveiller et de vraiment économiser les traitements parce que c'est des patientes qui risquent de récidiver, fréquemment. Hem Pourquoi, c'est important de respecter le rythme, et de ne pas faire des dépistages plus fréquents que ce qui est recommandé, parce que ce qu'on souhaite éviter, c'est le surdiagnostic et le surtraitement. Donc le surdiagnostic, hein, c'est le fait de diagnostiquer des lésions qui auraient régressé spontanément. Donc ce qu'on veut éviter, c'est de faire des colposcopies, pour rien et d'augmenter le suivi et les consultations pour rien. Et le surtraitement, ce qu'on veut éviter, c'est tous les risques liés aux conisations. Donc les conisations à court terme, ça peut être responsable d'hémorragie, de douleurs, de sténose du col, de douleurs, au moment des règles et à long terme, ça peut avoir, une incidence sur le risque obstétrical. Donc ça peut être responsable d'accouchement prématuré, de risque de césarienne augmentée, de petits poids de naissance.
Les grandes lignes de ce dépistage, de ce programme de dépistage organisé. Donc la population cible, les femmes de 25 à 65 ans, donc soit par cytologie tous les 3 ans ou test HPV tous les 5 ans en fonction de l'âge, ça vous avez bien entendu. Maintenant, les prélèvements cervico-utérins doivent tous se faire en milieu liquide, validés à la fois pour justement l'examen cytologique ou la recherche d'HPV. Le but aussi, c'est de faire un suivi des tests positifs et de pouvoir avoir une prise en charge adaptée en cas de lésion et de diversifier les préleveurs. Une des grandes différences de ce programme par rapport au programme que vous connaissez déjà, c'est que dans le cancer du col de l'utérus, on n'invite pas toutes les femmes. On invite uniquement les femmes qui sont en retard de leur dépistage. Donc c'est pas comme pour le sein ou le côlon où systématiquement tous les 2 ans il y a une invitation. Là, en fait, ne sont invitées que les femmes en retard. Et à l'inverse, pour le suivi, on fait le suivi de toutes les femmes. On fait le suivi des femmes qui participent spontanément dans une démarche individuelle. On fait le suivi des femmes qui participent après une invitation. Donc pour les femmes qui participent spontanément, le but du programme, c'est d'améliorer la qualité du dépistage, du suivi des pratiques, de mener des actions en direction des professionnels de santé et des actions en direction des femmes. Et pour les femmes qui ne participent pas, le but, c'est qu'elles reçoivent des courriers d'invitation et de relance. Donc, depuis le 1er janvier 2024, ce ne sont plus les CRCDC qui invitent au dépistage, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, ces invitations, elles peuvent se faire soit en papier, soit en format dématérialisé si la patiente a un compte amélie.fr actif. Ça peut aussi être des invitations par SMS. Voilà, tous les canaux de communication de la CNAM peuvent servir à envoyer une invitation à se faire dépister. Et une des grandes différences par rapport à avant, c'est qu'avant le 1er janvier, quand le CRCDC invitait, si la femme voulait faire son examen directement au laboratoire ou au cabinet Anapat, elle devait avoir une prescription de son médecin ou son gynéco ou de sa sage-femme. Depuis le 1er janvier 2024, l'invitation de la CNAM vaut prescription. La femme peut se rendre directement au laboratoire avec son invitation ou son SMS et ça vaut ordonnance, ça vaut prescription pour réaliser un dépistage. Cette invitation, elle permet la prise en charge à 100% de l'interprétation cytologique ou de l'analyse du test HPV. On y reviendra tout à l'heure sur une diapo sur la facturation. Le but de programme, c'est aussi de mener des actions de lutte contre les inégalités d'accès. Et on va également parler de l'autoprélèvement à la recherche d'HPV. C'est pas ma diapo d'après, je les ai modifiées, mais on y reviendra tout à l'heure. Qui va être concerné par ce dépistage? Donc, on l'a vu, les femmes sans symptômes de 25 à 65 ans qui ont été invitées, mais aussi celles qui participent spontanément. Donc, ça concerne aussi les femmes enceintes, ménopausées et les femmes vaccinées. Et ça concerne aussi les femmes immunodéprimées et les femmes à haut risque, donc les femmes exposées au Distilbène. Qui ne va pas être concerné. Donc, par définition, les femmes qui ont eu une hystérectomie totale ne sont pas concernées par le dépistage. Elles ont un suivi spécifique. Alors, à noter qu'au début du programme, quand on a commencé à inviter en 2021, vous avez peut-être pour certains reçu des courriers pour vous demander de confirmer que vos patientes avaient bien eu une hystérectomie totale. Malheureusement, je suis désolée de vous apprendre que la CNAM n'a pas repris ces données. Donc, vous aurez peut-être dans le futur des patientes chez qui vous aviez confirmé l'hystérectomie totale qui peut-être seront réinvitées par la CNAM. Donc, désolée pour la perte de temps. Ne vont pas être concernées les femmes qui ont des signes fonctionnels ou cliniques, parce que vous le comprenez bien, si elles ont des symptômes, on va être dans une démarche de diagnostic, on ne va plus être dans une démarche de dépistage. Ne seront pas concernées non plus les femmes qui ont eu un traitement conservateur pour une lésion précancéreuse ou cancéreuse. Pour ces femmes-là, donc il n'y a pas de dépistage recommandé, il y a un suivi spécifique selon les recommandations et c'est le spécialiste qui décidera quand est-ce qu'elles peuvent reprendre le dépistage organisé. Alors, l'autoprélèvement vaginal. On va partir des recommandations. Donc, on va partir des recommandations de l'INCa qui a publié un référentiel en avril 2022. L'autoprélèvement dans le cadre du dépistage, il peut intervenir à 2 moments. Il peut intervenir systématiquement à la relance. Donc, la relance, c'est 12 mois après l'invitation.
ou il peut intervenir lors d'une consultation si un professionnel de santé demande à ce qu'on envoie un kit d'autoprélèvement à sa patiente. Donc les patientes, ce sont forcément des patientes éligibles au dépistage, chez qui on ne peut pas réaliser de prélèvement cervico-utérin, soit pour des raisons de pudeur, des raisons culturelles, ou alors pour les femmes qui ont subi des traumatismes et chez qui l'examen gynécologique pourrait être impossible. Au moment de cette consultation, le professionnel devra bien informer la femme que si son test HPV est positif, il y aura derrière un examen gynécologique nécessaire pour refaire un prélèvement cervico-utérin, parce que sur l'auto-prélèvement, on peut faire qu'une recherche d'HPV, on ne peut pas faire de recherche cytologique. Donc ça, c'est la théorie, c'est le cadre. Les recos, c'est ça. Lors du premier comité de suivi de stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc c'était en décembre 2022, la première ministre, donc à l'époque c'était Madame Borne, avait annoncé que pour ce faire, pour faire les autoprélèvements, il y aurait un circuit national de distribution qui serait mis en place. Aujourd'hui, le marché national pour ces autoprélèvements n'existe pas, n'a toujours pas été lancé. Donc aujourd'hui, dans le dépistage organisé, on ne peut pas faire enfin dans le dépistage en général, on ne peut pas utiliser l'autoprélèvement vaginal. Néanmoins, une première remarque, c'est que, ces autoprélèvements, les codes pour faire, comment dire? Au niveau des laboratoires, les codes pour rembourser l'analyse de l'autoprélèvement, ils existent. Donc les laboratoires peuvent faire des autoprélèvements et ça peut être remboursé par l'assurance, maladie. Néanmoins, ça ne rentre pas dans le dépistage. C'est pas une pratique qui est reconnue pour le dépistage et aujourd'hui, c'est pas prévu, dans les référentiels de l'INCa que l'autoprélèvement remplace, le prélèvement cervico-utérin pour faire un dépistage, de cancer du col de l'utérus. D'autre part, j'attirerai votre attention, sur les données, récentes. Donc certes, au niveau des recommandations de la HAS, il est dit que les autoprélèvements sont, aussi sensibles, que le prélèvement cervico-utérin pour la recherche d'HPV, mais c'est aussi sensible uniquement pour les PCR et uniquement sur les tests, ADN, pas pour les autres. Et d'autre part, il y a des données plus récentes qui ont été présentées en congrès, au mois de janvier, au congrès de pathologie, cervico-vaginale, où on nous a quand même interpellés sur une baisse de sensibilité, dans des études, sur population réelle. L'autoprélèvement, donc je vous conseille quand même d'être vraiment encore prudent. Voilà, donc de toute façon, le cadre, c'est à la relance ou sur demande d'un professionnel, donc voilà, et de toute façon, en pratique, aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire. Il y a des exceptions qui sont prévues. On peut proposer, l'autoprélèvement, uniquement dans le cadre d'expérimentations, qui doivent être validées par l'ARS. Donc au niveau régional, on va essayer d'en mettre en place. C'est des choses qui prennent un petit peu de temps et puis, bah, bien sûr, vous serez informés, bah, si jamais ça concerne votre territoire d'exercice, les professionnels du territoire seront informés de ce qui se prépare. Dépistage individuel ou organisé, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour votre patiente? Et ben, en fait, ça va changer, ce qu'elle va payer. Quand on parle de dépistage, le coût du dépistage, il va comprendre 3 choses. Bah, votre acte de consultation, l'acte de prélèvement et l'analyse du test de dépistage. Donc si la patiente, elle se présente dans le cadre d'une démarche individuelle, ces 3 éléments, ils vont être pris en charge dans les conditions habituelles. Donc classiquement, c'est 70 assurance maladie, 30 mutuelle. Si votre patiente, elle a été invitée par la CNAM, donc soit par courrier papier, soit, elle vous présente son mail d'invitation, sur son téléphone, soit elle vous présente son SMS d'invitation sur son téléphone. Dans ce cas, la consultation et le prélèvement, ils sont pris en charge aux conditions habituelles, donc 70 assurance maladie, 30 mutuelle. Mais l'analyse du test au laboratoire, elle va être prise en charge à 100 sans avance de frais. Si votre patiente, elle a la C2S ou l'AME, il y a une prise en charge intégrale des trois composants du dépistage. Donc, comme je vous le disais, au 1er janvier, c'est la CNAM qui a repris les invitations. Donc, les petites étiquettes qu'on vous demandait de coller sur le petit flacon et sur votre feuille de prélèvement ont disparu. Pour que votre patiente, elle puisse bénéficier de la prise en charge de l'analyse de son test, en fait, il est indispensable que vous cochiez la case dépistage organisé sur la feuille de demande d'examen de votre laboratoire.
Petit bémol, les laboratoires n'ont pas forcément reçu l'information qui devait faire apparaître cette case. Donc dans ce cas-là, on vous demande de la rajouter, de bien préciser sur le bon d'examen que c'est du dépistage organisé, pour que la patiente, n'ait pas à avancer les frais et soit bien prise en charge à 100 sans avance des frais de son analyse. La facturation. Alors on va pouvoir, prendre un petit moment. Le webinaire, il sera disponible en replay si vous voulez revenir sur cette diapo. Donc le code CCM du prélèvement cervico-vaginal, c'est celui-ci, hein, vous connaissez déjà, il est paramétré dans vos logiciels. C'est 12,46 €, donc 9,64 € pour les praticiens en secteur 2. C'est une exception au cumul, donc vous pouvez le cumuler à 100 avec votre consultation. Donc pour les sages-femmes, la consultation est à 23 €. Pour les médecins généralistes, à 26,50 €. Donc j'ai mis la petite étoile parce que du coup, là j'ai laissé 12,46 €, mais si vous êtes en secteur 2, c'est 9,64 €. Pour les gynécologues, donc il y a la consultation, à laquelle on peut ajouter la majoration du médecin spécialiste et la majoration de coordination spécialiste. Là aussi, vous avez, le code CCM pour le prélèvement, cervico-vaginal qui dépend de votre secteur, d'activité. Et on a aussi la possibilité de coter, l'avis ponctuel. Donc l'avis ponctuel, alors j'espère que ma donnée du 1er novembre est toujours la bonne. Je ne crois pas avoir vu que ça avait changé. Donc l'avis ponctuel de consultation, il est à 56,50 € et là aussi le, JKHD 001, ça va dépendre de votre secteur, d'activité. Donc l'avis ponctuel, vous pouvez le coter si le médecin traitant vous adresse explicitement et ponctuellement sa patiente pour faire le prélèvement. Hem et puis, vous êtes, normalement vous devez répondre au médecin traitant et ne pas revoir la patiente pour le même, motif dans les 4 mois. Donc en fait, concrètement, pour vous, ça a rien changé, le dépistage organisé parce que la patiente, elle va être remboursée dans les mêmes conditions qu'avant. Le fait de participer, ou pas au dépistage organisé, ce qui change, c'est la prise en charge de l'analyse du test. Hem Bien évidemment, les prescripteurs, vous avez un rôle très important dans le DOCCU, parce qu'on ne peut pas faire de dépistage, sans suivre les résultats. Donc les résultats, doivent être adressés à la femme par le cabinet Anapat ou par le laboratoire de biologie médicale. Alors, je sais, je fais déjà une pause parce que je sais que vous allez me dire que c'est pas forcément le cas, parce que c'est pas les pratiques habituelles, qu'on a l'habitude d'avoir. Pour les anapathes et les biologistes médicaux, hésitez pas à revenir vers moi. Il y a des courriers types qui existent, qui ont été mis en place par l'INCa, pour, justement informer les femmes de leurs résultats. Donc en cas de prélèvement ininterprétable ou de résultat positif, donc, par résultat positif, on entend résultat anormal. La femme va recevoir un courrier qui l'invite à reconsulter son médecin ou sa sage-femme. Les résultats normaux ou négatifs, sont communiqués à la patiente. Si le prélèvement a pu être correctement analysé et se révèle normal ou négatif, en théorie, le prescripteur doit informer la femme et lui rappeler la nécessité, et lui rappeler quand est-ce qu'elle doit faire son prochain, dépistage. Sans oublier, de lui préciser que, ça ne l'empêche en rien de faire son suivi gynécologique régulier. En cas de prélèvement non satisfaisant, donc ça veut dire non interprétable, on n'a pas pu interpréter la cytologie ou le test, HPV, le prescripteur doit avertir la femme et s'assurer que le prélèvement est refait dans un délai de 3 mois. Après 2 prélèvements consécutifs non satisfaisants, la femme est informée et les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu être analysé lui sont, communiquées. Alors en pratique, vous me direz si vous avez déjà eu le cas, moi je l'ai jamais vu pour l'instant. La femme, elle est invitée à poursuivre son suivi gynécologique selon les recommandations. Et si on n'a pas pu, réaliser à 2 reprises ce dépistage, on est censé prévenir le CRCDC. Si la cytologie ou le test HPV est anormal, eh bien, ces femmes nécessitent une prise en charge diagnostique, éventuellement un traitement. Donc elles doivent être contactées par le prescripteur ou à défaut par le médecin traitant et la personne qui contacte la femme devra lui expliquer son résultat et lui expliquer la démarche à suivre et la prise en charge proposée. Il avait été retenu en copie que si le prescripteur ou le préleveur était une sage-femme, la patiente était réadressée à un référent médical, donc soit un médecin, traitant, soit un gynécologue pour la poursuite de la prise en charge. Le résultat des investigations qui vont suivre, donc que ça soit, colposcopie, biopsie, curetage, doit être transmis à tous les intervenants.
Alors, je vous ai laissé la boucle, mais bon, en pratique, bon, bah, prévenir la femme et le médecin traitant, bien sûr, c'est le plus important. Nous prévenir du résultat si vous pouvez, c'est l'idéal. Heu, mais, en pratique, enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais pas forcément moi, si j'ai un résultat, penser à le retransmettre à la napathe ou au biologiste. Enfin, voilà. C'est peut-être des choses qu'on doit encore régler, entre nous au niveau, régional, et avec le temps, on verra comment ça se met en place. Alors, je vous ai remis, les schémas de prise en charge. Donc le premier, hein, c'est le schéma de 25 à 29 ans. Donc quand on commence par une cytologie, en dépistage, toutes ces infos-là, hein, vous les avez dans différents outils qui vont vous être, expliqués à la fin du diaporama. Hem, Pourquoi c'est important, voilà, de faire vos examens de dépistage sur milieu liquide? Parce qu'en cas d'anomalie, donc dans ce cas-là, en cas d'anomalie ASCUS ou d'AGC, il va y avoir un test HPV qui va être fait de façon réflexe sur le même prélèvement. Si ce test est positif, il y aura une colposcopie. De même façon, si vous avez des lésions, de bas grade, de haut grade ou un ASCASH, il y aura directement, une colposcopie. Et vous avez bien sûr le même principe pour le test HPV à partir de 30 ans. Si votre patiente a un test HPV positif, sur le même prélèvement, il va y avoir une cytologie réflexe de fait. Là aussi, si c'est anormal, la patiente, elle sera adressée, en colposcopie. C'est aussi là qu'on voit la limite de l'autoprélèvement, c'est qu'en cas d'HPV positif sur un autoprélèvement, on est, obligé de refaire une cytologie, un prélèvement pour avoir une cytologie, réflexe. Enfin qui du coup sera pas une cytologie réflexe. Pour mobiliser vos patientes, vous avez quelques outils disponibles, donc un dépliant, hein, sur le dépistage. Hem Et alors oui, ça je vous en ai pas parlé avant, il y a un affichage obligatoire en salle d'attente. Alors à partir du moment où vous faites des prélèvements cervico-utérins, que ça soit dans le dépistage individuel ou dans le dépistage organisé, les femmes doivent être informées, de certaines données relatives, au RGPD. Donc pour ça, il y a un affichage obligatoire en salle d'attente que vous pouvez retrouver, soit sur le site de l'INCa, soit, sur le site du CRCDC. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez nous redemander de vous l'envoyer. C'est voilà, c'est une obligation parce que comme je vous le disais, dans le cadre du dépistage du col de l'utérus, on fait le suivi aussi bien des femmes qui participent spontanément que des femmes qui ont répondu à l'invitation. Vous avez également, plusieurs référentiels disponibles, un outil pour la pratique dans lequel vous retrouverez, les 2 arbres que je vous ai présentés, les recommandations de 2022 sur le recours aux autoprélèvements vaginaux, la conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine, anormale, des fiches repères sur les papillomavirus, des affiches d'information, d'ordre général. Pour les biologistes et les anatomopathologistes, il y a des référentiels disponibles, en ce qui concerne, les comptes rendus et les codes standardisés pour le dépistage, les types et les contenus des fichiers nécessaires à la création de bases de données et les rubriques de la feuille de demande d'examen pour le dépistage. À ma connaissance, le référentiel pour la demande d'examen pour le dépistage n'a pas été mis à jour depuis le nouveau cahier des charges. Donc, dedans n'apparaît pas, cette notion de case, obligatoire, à faire apparaître pour le dépistage, organisé. Donc comme je vous le disais, il y a un kit, d'aide à la pratique, que Camille a créé, qui est disponible sur le site du CRCDC, qui va mettre à disposition le replay du webinaire, des liens vers le site internet de l'INCa ou le site, de l'assurance maladie, un outil interactif de l'INCa en fonction de votre spécialité, les argumentaires pour la vaccination, HPV et des supports, de communication, régionaux pour vous, pour vos patients. En conclusion, s'il y avait, que quelques messages à retenir, c'est que voilà, vaccination et dépistage sont complémentaires, qu'il est nécessaire pour les femmes d'avoir un suivi gynécologique régulier et qu'il ne faut pas négliger les symptômes d'appel, que ce dépistage concerne les femmes de 25 à 65 ans, donc qui n'ont pas de symptômes, qu'il y a un affichage obligatoire, pour les données RGPD à faire en salle d'attente. Les recommandations de 25 à 29 ans, on recommande donc 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle, puis un nouveau dépistage 3 ans plus tard si les résultats des 2 premiers sont normaux. De 30 à 65 ans, un test HPV 3 ans après le dernier examen cytologique normal ou dès 30 ans s'il n'y a pas eu de test antérieur, puis tous les 5 ans.
On recommande voilà, d'utiliser uniquement des milieux liquides validés à la fois pour l'examen cytologique et la recherche d'HPV. Et le CRCDC sera là, sera là plus tard pour le suivi. Voilà, au niveau régional, on ne fait pas encore de suivi, hein. On n'a pas encore la possibilité technique d'importer et de recevoir tous les fichiers de résultats et de faire le suivi comme vous pouvez avoir l'habitude de ce qu'on fait pour le sein ou pour le colorectal. Mais voilà, c'est en cours de déploiement. Et sur la dernière diapo, je vous ai remis les coordonnées. Donc vous avez mes coordonnées et vous avez aussi les coordonnées de Delphine Huguet, qui est la secrétaire médico-administrative du DOCCU pour la région, et les adresses sécurisées si vous avez, voilà, si vous avez des comptes rendus ou des choses à transmettre de façon sécurisée pour vos patientes. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre les questions du chat dans un premier temps, et puis ensuite, on pourra peut-être laisser la parole, voilà, vous laisser la parole. Alors, donc oui, le garde asile, c'est cher. Oui, une dose de garde asile, c'est 126 € de mémoire. Donc oui, c'est un vaccin qui reste très cher. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un double dépistage HPV ici? Alors, c'est marqué cytokine, mais je pense que vous vouliez dire cytologique. S'il n'y a pas eu de frottis depuis plus de 5 ans, non, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est vrai, enfin, ce qu'il faut faire, c'est surtout en fonction de l'âge de la patiente. Donc là, vu votre question, on peut imaginer que c'est sûr, elle a 30 ans, c'est faire un test HPV dès maintenant. De la même façon qu'à partir de 30 ans, il y a pas, on ne fait pas un test HPV, on ne fait pas comme pour la cyto, on ne fait pas un test HPV qu'on refait à un an d'intervalle. Non, ça, c'est vraiment que pour la cyto entre 25 et 29 ans. Après 30 ans, c'est directement test HPV tous les 5 ans. Alors, faut-il faire un dépistage plus rapproché chez les personnes avec nombreux partenaires? Non, ce n'est pas recommandé. Par contre, on peut leur proposer, en fonction de leur âge, la vaccination, et j'ai même envie de dire même après, mais bon, c'est là que ça devient un peu inégal, c'est que même après, si c'est des personnes qui ont les moyens de se faire vacciner, pourquoi pas? Mais il n'y a pas d'intérêt à faire un dépistage plus rapproché. Donc l'autoprélèvement en cas de difficulté. Donc effectivement, l'autoprélèvement, il interviendra vraiment pour les personnes, en absence de suivi, donc soit qui n'ont jamais fait de dépistage, soit, qui pour des raisons, personnelles, culturelles, de trauma, ne peuvent pas avoir de prélèvement cervico-utérin. Hem C'est vrai que alors l'autoprélèvement, on pourrait en parler très, très longtemps. C'est vrai que cet autoprélèvement, il va être intéressant, voilà, dans ces cas-là. Ce qu'il faudrait pas, c'est que vous ayez des patientes qui sont régulièrement suivies par prélèvement cervico-utérin, qui glissent vers l'autoprélèvement parce que, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins gênant. Non, l'autoprélèvement, il a quand même ses limites. L'examen, de référence, ça reste le prélèvement cervico-utérin. L'autoprélèvement, ça doit vraiment être, voilà, dans ces cas vraiment bien précisés par les recos, c'est à la relance à 1 an, donc les femmes qui sont vraiment en retard, ou à la demande d'un professionnel dans des cas bien particuliers. Le co-testing avec les immunosuppresseurs, en fait, donc la question c'est co-testing, pas intéressant non plus si immunosuppresseurs. Non, parce qu'en fait les patients immunodéprimés, ils vont être plus à risque d'avoir du HPV. Si vous vous rappelez la première diapo sur, l'histoire naturelle, heu, je vais vous la remettre. Hop. Hem, voilà, l'immunité de l'hôte est un facteur de risque de lésion. Donc tester du HPV chez ces patients, enfin voilà, c'est plus intéressant pour eux de faire de la cytologie. Mais une fois de plus, va vraiment, je pense, enfin, il faut vraiment pour ces patients, se référer, aux spécialistes d'organes et voir au cas par cas en fonction des recos qui existent. Parce qu'en plus, vous imaginez bien que c'est des choses qui évoluent encore, et que ce que je vous dis là, peut-être que dans 6 mois, ça sera plus la même chose. Déjà cette diapo entre 2021 et 2024, elle a déjà beaucoup évolué, donc bon, faut vraiment, je pense, se référer aux spécialistes et aux recos les plus récentes, en fonction de la pathologie. Alors du coup, il y avait une question sur les recos pour les patients immunodéprimés ou sous suppresseurs. Bah, c'était Marie-Sophie. J'espère que j'y ai répondu dans ma diapo. Hésite pas à la remettre sinon. Que faire si la patiente n'a jamais fait de cytologie avant 30 ans? C'est directement un test HPV.
L'autoprélèvement est-il aussi pertinent que le dépistage effectué par un professionnel? Alors, en 2019, la HAS dit que, si, on fait un autopré que si sur l'autoprélèvement, on fait, une PCR et que c'est, une trousse à ADN, c'est aussi sensible. Par contre, pour les tests ARN et puis, d'autres tests qui ne sont pas des PCR, c'est moins sensible. Voilà, ça c'est la méta-analyse de la HAS de 2019. Si on se réfère, à des données plus récentes qui sont de 2021 et de 2023, l'autoprélèvement serait moins sensible d'environ 10 qu'un prélèvement cervico-utérin. Alors, comment on demande le kit? Eh ben, justement, c'est ce que je vous ai expliqué, on ne peut pas le commander pour l'instant parce que le marché national n'existe pas, n'a pas encore été fait. Donc aujourd'hui, on a des recommandations qu'on ne peut pas appliquer parce qu'on n'a pas ce marché national, on n'a pas de kit à disposition. Alors, madame Forillon qui demande C plus MSF. Donc ça, j'imagine que c'est sur la diapo facturation. Alors le MSF, je le connais pas. Donc, c'est madame Forillon, si jamais vous pouvez ouvrir votre micro pour me dire, si c'est peut-être quelque chose qui est propre aux sages-femmes, une nouvelle majoration peut-être? Je sais Camille, est-ce que les gens peuvent remettre leur micro eux-mêmes ou faut on le fasse nous? Ils le peuvent. Je vais voir si je peux le faire manuellement. Alors, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous référer, au site, amélie.fr, hein, qui met à jour, régulièrement, toutes ces majorations et notamment l'APC, hein, par exemple, l'APC, c'est l'avis ponctuel de consultant, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Là, pareil, il y a des négociations en cours. Le GS va peut-être augmenter, bientôt, voilà. Ça forcément, c'est une diapo qui est très mouvante, hein, qui bouge. Alors je ne connais pas la majoration MSF, c'est peut-être effectivement quelque chose à vérifier. Alors, DOCCU, alors je suis désolée, je vous ai oui, bah, ça a été répondu en dessous. DOCCU, c'est l'abréviation de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Hem Alors, la différence entre le test HPV avec cytologie réflexe et le co-testing. Alors, le co-testing, c'est le fait de faire directement le test HPV et la cytologie sans se préoccuper du résultat de l'un ou de l'autre. C'est de faire les deux de façon systématique. La cytologie réflexe, c'est si vous avez un test HPV positif, là, on va faire une cytologie réflexe parce que ça va modifier la conduite à tenir. Heu, Comme on peut le voir, par ici, par exemple. Donc c'est plutôt dans l'autre question, dans le sens où vous demandez. S'il y a un test HPV, positif, on va faire une cytologie réflexe. Si elle est normale, on fera un contrôle HPV à 1 an. Si elle est anormale, on va envoyer la patiente, vers, le colposcopiste. Dans l'autre sens, c'est un peu la même chose. S'il y a des cellules anormales, dans certains cas, sur le même prélèvement, on va faire un test HPV. Le côté SINC, c'est vraiment le fait de faire les 2 en même temps de façon systématique. Ça n'a pas prouvé que c'était intéressant et efficace. Alors oui, donc la question, si hystérectomie subtotale avec conservation cervicale, dépistage cervical à poursuivre, oui. S'il y a un col de l'utérus, on peut faire le dépistage. Par contre, c'est le spécialiste, qui va dire, à quel moment on arrête, d'être dans la surveillance active et à quel moment on peut repasser dans le dépistage organisé. Quel suivi chez une patiente ayant présenté, des condylomes? Alors en théorie, la patiente qui a des condylomes, elle est suivie, par, cytologie tous les ans à partir de 20 ans. C'est un cas assez spécifique, docteur Lamberts. Je vais me le noter et puis, je regarderai s'il y a des recos, plus spécifiques. Alors, je suis arrivée au bout des questions des condylomes cutanés. Bon alors là, je sais pas. Faut que je me renseigne pour vous répondre. Je suis arrivée au bout des questions du chat. S'il y a des gens qui veulent soit en mettre d'autres, soit lever la main pour poser leurs questions, à l'oral, n'hésitez pas. Voilà.
Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je ne sais pas. Alors, si la patiente a des métrorragies à chaque rapport, est-il recommandé de réaliser une cytologie ou un test HPV? Alors, donc oui, donc en fait, à partir du moment où la patiente a des symptômes, on va plus être dans le dépistage, on va être dans le diagnostic. Donc dans le diagnostic, j'ai envie de vous dire, ça dépend du symptôme. Hem, Ça peut être, donc dans le diagnostic, on peut faire, un HPV, une cytologie. Dans le diagnostic, on peut ajouter, une échographie, un scanner, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Hem Voilà, le dépistage, c'est vraiment pour les femmes qui ont pas de symptômes. À partir du moment où vous avez un symptôme et que c'est normal, vous voulez un diagnostic, vous voulez aller au bout de la démarche, vous pouvez faire, tous les examens, vous pouvez faire une cytologie en même temps qu'un test HPV. Il y a pas de voilà, il y a pas de restriction. Et je vous rappelle que les symptômes pour le cancer du col de l'utérus, c'est vraiment des symptômes pas du tout spécifiques. Ça peut être, saignement entre les rapports, enfin saignement après les rapports, ça peut être saignement entre les règles, ça peut être, douleur, ça peut être ténesme, ça peut être douleur dans le bas du dos. C'est vraiment des choses qui sont aspécifiques. Donc nous, ce qu'on recommande aux femmes, c'est, de consulter pour faire le point sur ce symptôme. Mais ça reste des symptômes aspécifiques. Il y a pas un symptôme, qui fait dire, c'est sûr, c'est ça. Donc voilà, quand il y a ces symptômes-là, il faut explorer. Alors, voilà, parfait. Madame Lambert qui demandait, non pardon, Madame, Leray qui demandait où est-ce qu'on trouvait, le kit. Donc, Camille Guinton vous a mis le lien dans le chat, pour pouvoir accéder au kit sur le site, du, CRCDC. Pour la partenaire d'un homme ayant présenté des condylomes, on est toujours dans le dépistage, et j'aurais tendance à dire que oui, mais on pourrait éventuellement reposer la question à un gynécologue ou, un spécialiste, ouais. Ouais, on pourrait reposer la question. Donc, il y a vraiment la question sur, ouais, en fait, c'est plusieurs questions assez spécifiques sur les condylomes. Je vais me renseigner madame Lambert et je reviendrai vers vous pour y répondre. Voilà, je vous en prie. Hem, alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions. J'espère en tout cas que c'était clair, que ça a répondu, à vos attentes. Pour ceux qui avaient déjà fait la formation en 2021, c'est vrai que bon, vous avez dû reconnaître beaucoup d'informations parce qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est les nouvelles modalités d'invitation, la place de l'auto-prélèvement, ça c'est des choses, assez récentes. Donc, voilà. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, et puis, on va pouvoir mettre un terme, au webinaire. Je vous remercie d'avoir participé, de vous être connectés nombreux parce qu'on était quand même pas mal et puis, bonne soirée à tous. Au revoir.